Quand on pense à la Première Guerre mondiale, on imagine souvent les soldats dans les tranchées. Mais en réalité, le conflit était bien plus vaste. C'était une guerre qui a complètement absorbé des sociétés entières, qui les a consumées de l'intérieur. Voilà la question centrale. Et la réponse tient en 2 mots. Guerre totale. Un concept qui a tout changé. L'idée, c'est qu'une guerre ne se gagnait plus uniquement sur le champ de bataille, mais en mobilisant absolument tout. Chaque ressource, chaque personne. Alors concrètement, ça ressemble à quoi cette mobilisation totale? Eh bien, on peut dire qu'elle repose sur 5 grands piliers, 5 domaines qui ont été radicalement transformés pour servir l'effort de guerre. Le premier pilier, évidemment, c'est l'industrie. On a assisté à une réorientation complète. Prenez Renault, par exemple. Du jour au lendemain, les usines qui fabriquaient des voitures se sont mises à produire des chars d'assaut, des moteurs d'avion. Toute l'économie ne tournait plus que pour un seul et unique objectif, la guerre. Deuxième pilier, les hommes étant partis au combat, il y avait un vide immense à combler à l'arrière. Et ce sont les femmes qui ont pris le relais, à une échelle absolument inédite. On les a vues dans les usines, dans les champs, conduire des tramways, enseigner, bref, elles sont devenues le moteur du pays. Troisièmement, les colonies. Il ne faut pas l'oublier, la guerre était mondiale. Les empires ont donc puisé dans leur territoire. La France, par exemple, a fait venir des centaines de milliers de soldats, comme les célèbres tirailleurs sénégalais. Le Royaume-Uni a mobilisé des troupes venues d'Inde, d'Australie. Quatrième pilier, l'argent. Le nerf de la guerre, comme on dit. Une guerre comme celle-là coûte une fortune. Les États ont donc augmenté les impôts, mais ils ont aussi lancé de grands emprunts auprès de la population. C'était ce qu'on a appelé le patriotisme financier. Prêter son argent à son pays devenait un acte citoyen. Et enfin, le 5e pilier, qui est peut-être le plus important, la mobilisation des esprits. Pour que les gens acceptent de tels sacrifices, il fallait les convaincre. Il fallait que toute la population soit unie derrière la cause, sans la moindre hésitation. Et pour ça, les gouvernements ont mis en place des campagnes massives. L'outil numéro 1 pour mobiliser les esprits, c'est la propagande. Dans tous les pays en guerre, on a matraqué les mêmes messages. Diaboliser l'ennemi, justifier le conflit, glorifier les sacrifices. Et bien sûr, tout ça allait de pair avec une censure très stricte pour étouffer les voix discordantes. Une mobilisation pareille, forcément, a un prix humain absolument effroyable. Le niveau de souffrance a atteint des sommets jamais vus, que ce soit pour les soldats sur le front ou pour les civils à l'arrière. Des batailles comme celle de Verdun en sont le symbole. Un véritable enfer industrialisé. On a vu apparaître de nouvelles manières de tuer, plus efficaces, plus terribles. C'est la naissance de ce qu'on appelle la violence de masse. La violence de masse, c'est exactement ça. C'est la capacité de tuer et de faire souffrir à une échelle industrielle, presque mécanique. C'est une violence déshumanisée, à une échelle gigantesque. D'ailleurs, en 1917, après 3 longues années, le système a commencé à craquer. La lassitude était totale, des soldats se sont mutinés sur le front, des grèves ont éclaté dans les usines, et la réponse des gouvernements a été implacable, une répression féroce. Mais cette violence, elle n'a pas eu lieu que sur les champs de bataille. En 1915, au sein de l'Empire ottoman, le gouvernement a organisé une campagne systématique contre sa population arménienne. Le bilan est un chiffre qui donne le vertige. 1 200 000 morts. Et là, il faut être très clair sur les termes. Il ne s'agissait pas de dégâts de guerre. C'était bien une extermination planifiée, organisée, intentionnelle. Et ça a une définition précise, c'est un génocide. Toute cette pression de la guerre totale va finalement faire céder l'un des plus grands empires du monde. Le géant russe s'effondre et bascule dans la révolution. La guerre a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. C'est d'ailleurs Lénine lui-même, le futur leader de cette révolution, qui le dira. Pour lui, la guerre n'a pas créé les problèmes de la Russie, mais elle les a rendus insupportables et la révolution inévitable. Et cette révolution s'est déroulée en 2 temps. D'abord en février, un soulèvement populaire, assez spontané, contre la faim et la guerre, qui a fait tomber le tsar. Et puis en octobre, un coup d'État, cette fois-ci très organisé, mené par un petit groupe bien décidé. Ce groupe, c'est le parti bolchevique de Lénine, des révolutionnaires radicaux qui ne veulent pas d'une démocratie parlementaire. Leur but est clair, prendre le pouvoir tout de suite, par la force, pour instaurer le communisme. Et une fois au pouvoir, Lénine ne perd pas une minute. Il prend 2 décisions majeures qui répondent aux attentes urgentes de la population. Premièrement, la paix immédiate. Deuxièmement, la redistribution des terres aux paysans. Politiquement, c'est un coup de génie. La prise de pouvoir des bolcheviks en Russie, ce n'est pas juste une affaire locale. C'est un séisme qui secoue toute l'Europe, un continent déjà traumatisé par la guerre. Et ça crée une onde de choc, faite à la fois d'un immense espoir et d'une peur panique. L'Europe se retrouve coupée en 2. D'un côté, pour une partie du monde ouvrier, c'est un signal formidable. La révolution est possible. Mais de l'autre côté, pour les classes dirigeantes, c'est le cauchemar absolu. Leur plus grande peur, que la contagion révolutionnaire se propage.
Et cette peur n'est pas totalement infondée. L'exemple russe inspire. En Allemagne, par exemple, les communistes, qu'on appelle les spartakistes, tentent de prendre le pouvoir en 1919. Mais leur insurrection est écrasée dans le sang. Finalement, cette expérience de la guerre totale a révélé quelque chose de fondamental. Même les plus vieux empires, les systèmes politiques les plus solides en apparence, peuvent se briser sous une telle pression. Elle a mis à nu les fragilités des sociétés et laissé un héritage extraordinairement complexe qui a façonné tout le reste du XXe siècle.